bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Serge Haribo de l'UGTM Santé qui, une fois de plus, à notre demande, vient nous donner les avancées concernant le dossier des soignants et nous donner aussi des nouvelles un petit peu de ce qui se passe dans le milieu médical à la Martinique, le CHU de Fort-de-France, mais Trinité aussi. Bonjour M. Haribo, merci. Oui, bonjour et bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous regardent un peu de partout sur tous les réseaux. Oui. Et j'espère que, encore une fois, on va pouvoir leur apporter un certain nombre d'éléments de compréhension. Alors là, nous sommes totalement dans l'air du temps parce que l'Assemblée nationale a voté une loi, enfin, pas une loi, mais ils ont voté quelque chose aujourd'hui d'intéressant concernant les soignants. En fait, ils ont voté une proposition de loi visant à abroger tout un chapitre de la loi qui prévoyait l'obligation vaccinale. Oui. Donc ça, c'est important. Et ce qui est important dans ce vote, c'est de ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est qu'il y a une course entre le gouvernement et le Parlement, donc les députés, ceux qui présentent ces textes, pour faire en sorte que pour le gouvernement qu'il n'y ait pas d'abrogation de la loi, et pour l'Assemblée, au niveau de l'Assemblée nationale, les groupes qui sont pour l'abrogation, faire en sorte qu'elle soit abrogée. Alors, le ministre de la Santé, M. Braun, a indiqué rapidement au début du mois de mai qu'il allait sortir un décret, mais qu'il était déjà prêt, mais c'est sûr, il va sortir un décret pour réintégrer les soignants. Alors, à titre informatif, on rappelle à tous ceux qui nous regardent qu'une loi ne peut pas être abrogée par un décret. Donc, l'intention du ministre de la Santé n'est sûrement pas d'abroger la loi, mais de simplement sortir un décret modificatif de l'application de cette loi. La deuxième chose, c'est que le Parlement, le groupe qui a présenté cette proposition de loi sur une proposition du député NUPES et dans le cadre d'une niche parlementaire du groupe communiste, c'est le député de la Guyane Jean-Victor Castor qui a présenté ce projet avec un certain nombre, je crois qu'il y avait 19 autres députés dans un groupe pour présenter ce projet de loi pour abroger la première loi du 5 août 2021. Il était passé en Martinique et il nous avait expliqué le processus en début d'année et l'intention des députés, parce qu'il faut bien le dire, de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion, de faire en sorte de peser sur cette décision et de porter le projet d'abrogation de la loi. Alors, maintenant... Mais pardonnez-moi, mais il me semble que déjà cette histoire de niche concernant l'abrogation de cette loi, ça avait déjà été soulevé. Et c'est pour ça que le député de la Guadeloupe avait perdu un petit peu les nerfs en disant à je ne sais qui, toi, ferme-la. Ouais, ferme-la. Parce qu'il y a eu tellement de... Les gens ont fait, j'ai envie de dire, un complot pour sortir à minuit. À partir de minuit, c'était plus possible. C'était plus possible puisque la niche, on est dans ce cadre-là aujourd'hui, mais la stratégie a été mieux élaborée pour faire en sorte que rapidement, cette proposition de loi soit mise au débat. Donc, c'était toujours 24 heures, là. Et pour qu'on n'arrive pas à minuit. Mais c'est pour vous montrer comment des sujets importants comme ça sont traités par le gouvernement qui fait un gouvernement complotiste. Il nous appelle complotistes, on peut les appeler complotistes, pour à tout prix martyriser tous les personnels qui sont concernés par l'obligation vaccinale. Pourtant, ce projet de loi, ils étaient contre encore, hein. Ça, il faut bien le dire, ça n'a pas été voté à l'unanimité. Hein. Donc, 3 articles dans ce projet de loi, il y en a 2 seulement qui ont été retenus. C'est le premier qui dit qu'il abroge toute la partie qui concerne la gestion de la crise et qui introduit l'obligation vaccinale. Et deuxièmement, pour dire que les agents du service public concernés, qui sont dans l'article 12 de la loi qui est abrogée, conserveraient l'avancement qu'ils avaient avant leur suspension. Là, nous disons que ça ne nous suffit nullement. Hein. Mais ce qui est important, ce sont les étapes qui sont franchies. Pourquoi ça va donner une clarté au débat
Parce qu'il y a eu un groupe, le groupe du gouvernement Renaissance a voté contre, Bien sûr. avec des alliés. Et ça donne véritablement pour le grand public, vraiment, on va étudier qui a voté pour, qui a voté contre, hein, qu'on sache où est-ce qu'on est avec tout le monde. Les alliés de Renaissance, ce Voilà. sont les gens, les républicains. Des républicains, voilà. Maintenant, ce qu'il y a lieu de comprendre, c'est que le combat n'est pas terminé. Attention, on en est à la première phase, c'est-à-dire passage de l'Assemblée nationale, passage réussi, première étape gagnée, abrogation de la loi, voté. Il faut aller maintenant devant le Sénat, Oui. voir qu'est-ce que le Sénat va voter aussi, puisqu'il faudra qu'il discute du projet de loi, Oui. il faudra peut-être qu'il l'amende et qu'il vote quelque chose. Et s'il n'y a pas, s'il y a un vote négatif du Sénat, il y aura une commission paritaire qui va essayer, entre le Sénat et l'Assemblée nationale, de trouver une proposition, puisqu'il faut que ça revienne À l'Assemblée. devant l'Assemblée nationale. Oui. Et qu'il y ait une décision définitive qui soit prise, et une loi va venir, nous l'espérons, annuler une autre loi, abroger une autre loi. C'est ça. C'est le processus législatif que Il y a tout le quand monde même doit des comprendre. aberrations dans ça, M. Haribo. Ces soignants qui sont depuis 18 mois suspendus, c'est-à-dire sans salaire, sans pouvoir peut-être payer les traites de maison, sans pouvoir faire un certain nombre de choses, ils parlent d'abrogation là, mais est-ce qu'ils vont payer ces arriérés-là, j'ai envie de dire, de salaire? Est-ce que les gens vont retrouver le salaire qu'ils ont perdu pendant 18 mois? Pour le moment, il n'y a aucune piste nous permettant de croire qu'ils vont payer les salaires. Pourquoi? Tout simplement parce que on s'est retrouvé avec un ministre de la Santé qui promet un décret, mais qui a déjà publié, et ça, une des instructions, alors pour ceux qui savent, du 2 mai 2023, qui indique les modalités de réaffectation des agents à la suite de la levée de l'obligation vaccinale. Donc c'est la levée simplement, pas l'annulation, l'abrogation. Et il envoie ça à qui? Il envoie à tous ceux qui sont en dessous de lui, sur lesquels il a autorité. Il l'a envoyé au préfet de région, au préfet de département et aux directeurs généraux des agences régionales de santé, ARS. Non, ARS. ici. Et ils disent très clairement et tranquillement que, premièrement, les Outre-mer, les collectivités d'Outre-mer sont incluses dedans, donc ça nous concerne. Et naturellement, ils disent, pas de droit, la période de suspension n'ouvre pas des droits à congé. La période de suspension ne seront pas prises comme période de congé, ouvrant des droits d'avancement. Et les droits à pension, la suspension n'ouvrira pas des droits à pension. Ça veut dire que pour la retraite, 18 mois pour ceux qui ont été suspendus, qui n'ont pas pu travailler, ils vont perdre 18 mois pour leur retraite. Et naturellement, les rémunérations ne seront pas versées. C'était une suspension sans rémunération. On n'a jamais vu ça. C'est cette loi inique qui a introduit l'aspect de suspension sans rémunération, qui est une sanction quand on a la rémunération. Et le Code du travail dit qu'un employeur n'a pas le droit de sanctionner sur la rémunération. Dans la fonction publique, on suspend lorsqu'un agent a fait une faute grave et que l'on doit rentrer dans un processus de sanction. Et le processus de sanction doit être enclenché, à savoir on écrit sur tous les frontons liberté, égalité, fraternité. La liberté, c'est de pouvoir être défendu, de se défendre, de pouvoir apporter des arguments. Alors, quelqu'un qui a fait un crime a le droit d'aller au tribunal, mais quelqu'un qui a refusé de se vacciner est mis au banc de la société sans rien. Voilà. Ce qui est... Et à la limite, ce que nous disons, il aurait mieux valu qu'un agent de la fonction publique hospitalière ou un agent dans un établissement ait fait une faute grave, parce qu'il aurait eu droit aux allocations, il aurait eu à tout ce qu'il a droit, il aurait été sanctionné, ok, mais il aurait eu droit à un certain nombre de rémunérations. Ce qui n'est pas le cas là pour les agents qui ont refusé de se faire vacciner. Alors maintenant, on va couper l'herbe sous les pieds de tous ceux qui parlent, oui, mais il y a l'obligation, vous comprenez, c'est une question d'éthique. Donc on leur dit, appliquez l'éthique à vous-même, là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous disons et nous déclarons fermement
Dans l'application de cette loi, il était prévu en termes d'obligation pour les personnels concernés, c'est les 2 doses plus une dose de rappel. Ce qui veut dire que tous ceux-là qui nous parlent d'éthique, vous n'avez pas pris de deuxième rappel, vous n'avez pas pris de troisième rappel, vous n'avez pas pris de quatrième rappel. Donc ce que vous avez mis dans votre corps ne sert plus à rien, puisque ça fait déjà plus d'1 an, et que l'on nous dit scientifiquement, puisqu'on veut des avis scientifiques, qu'après 3 mois, on n'a déjà presque plus rien comme protection. D'accord. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous le réaffirmons, comme l'a fait un président de syndicat des infirmiers libéraux, je l'ai entendu hier, qui dit oui, mais pour une question d'éthique, il n'est pas d'accord qu'on réintègre comme ça les gens, mais qu'il est conscient que personne, au niveau des personnels de santé, n'est protégé et que l'on est tous au même niveau sérologique vis-à-vis de la vaccination si on s'en est arrêté au premier rappel. Et il est contre la réintégration, Il est contre la réintégration. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on interpelle tous ces gens-là qui nous faisaient la morale, qui nous disaient oui, mais vous êtes des complotistes, vous êtes des gens qui utilisent trop l'alcool, qui utilisent trop le tiens-bois, que vous n'avez pas d'arguments. On vous demande vos arguments aujourd'hui, de façon claire et nette. Prouvez-nous que les 90% des personnels qui ne sont pas en règle, et que parmi eux, il y en a qui sont passés par des voies et des moyens pas très légaux pour avoir des certificats de vaccination, y compris le corps médical. Oui. Nous avons les possibilités, attaquez-nous, comme ça on ira au tribunal, on pourra répondre clairement à ces questions. Et vous aussi. Nous disons, oui, on nous a déclaré la guerre, mais la guerre, elle est loin d'être terminée. Maintenant, nous déclarons la guerre. D'accord. Nous commençons à déclarer la guerre et nous entrons en guerre. Et cette guerre-là, elle sera réglementaire, elle sera juridique, elle sera sur le terrain, mais vous allez rembourser les sommes. Vous allez remettre tous ces personnels-là dans leurs droits, parce que c'est totalement injustifié, puisque vous-même, vous n'êtes pas là, en termes d'éthique, en position de nous donner des leçons. Ou sinon, allez prendre 3-4 doses, là, allez courir rapidement. Réouvrez des centres de vaccination pour que les personnels soient vraiment au goût du jour. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a presque plus rien qui justifie ça. Et donc voilà un peu ce qu'on avait à dire là-dessus. Et nous espérons que le schéma, que le processus d'abrogation va suivre son cours et qu'il aboutira à un deuxième vote à l'Assemblée nationale qui va abroger complètement cette loi. Alors même aux États-Unis, j'ai vu que la loi permettra aux gens de rentrer aux États-Unis à partir du 11 mai. L'obligation vaccinale, c'est terminé, on n'en parle plus, c'est fini. Alors c'est très intéressant ce qui se passe aux États-Unis parce qu'il y a deux éléments à retenir. Premièrement, si les États-Unis aujourd'hui, qui étaient le fer de lance de la vaccination, dit on n'en a plus besoin. Même aux enfants. Même aux enfants. Je me rappelle. Donc, c'est qu'on peut se promener autour de ce monde-là, alors qu'on le faisait déjà ailleurs dans d'autres pays, sans avoir besoin de vaccination. Donc, on est sur la fin de cette histoire. Mais il faut y aller correctement. Alors, un exemple pour le gouvernement français et tous les acteurs ici, localement ou bien dans d'autres régions qui sont des fervents persécuteurs des personnels non vaccinés. Eh bien, à Chicago, on a toujours parlé de Chicago, c'est la mafia, Chicago. Non, Chicago, c'est pas tout à fait ça. Parce qu'il y a un juge de droit administratif, Anna Amber Gall, qui a déclaré et qui a pris une décision importante, c'est que premièrement, que tous ceux qui n'étaient pas vaccinés et que la ville de Chicago avait mis au banc, comme ici, avait suspendu sans salaire, et ainsi de suite, elle a pris une décision au niveau de son tribunal pour dire que, premièrement, cette exigence-là n'était pas motivée et qu'il y a lieu de rembourser toutes les pertes de salaire ou les avantages sociaux à tous ceux qui sont restés là en résistance et qui ne se sont pas vaccinés. Il faut les réintégrer et ils auront beaucoup plus que ça puisqu'ils auront 7% d'intérêt de dédommagement sur les salaires qui n'ont pas été versés. Et ils seront pleinement réintégrés avec leur ancienneté. Donc, ce qui est possible aux États-Unis, pourquoi on ne le fait pas à Paris, qui est devenue la ville mafieuse?
la plus mafieuse du monde. Et la France aime bien suivre ce que les Américains font dans certains cas. Donc on dit que juridiquement, même si on n'est pas dans les mêmes schémas juridiques, mais au niveau du schéma humain, vous avez des juges de droit qui remettent le droit à sa place et qui permettent à des êtres humains de rentrer en considération humaine vis-à-vis de choix qu'ils ont fait de liberté. D'autant plus qu'on apprend aujourd'hui que ces histoires de vaccins-là, il y a beaucoup de choses qui ont été faites ou dites et qui ne correspondent pas à la réalité. Premièrement, sur d'où sort ce virus. Là, il y a une étude américaine qui dit c'est une erreur de laboratoire, c'est une fuite de laboratoire avec thèse à l'appui scientifique. Donc, le débat est bien ouvert et grand ouvert. La deuxième chose qui a bien stipulé, c'est que de dire que on a mis sur comme ligne de conduite de suivre tout ce qu'on nous disait, Pfizer et ainsi de suite. J'invite tout le monde à regarder Complément d'enquête aujourd'hui. Où est-ce qu'on s'aperçoit que depuis 2009, des salariés de Pfizer ont attaqué Pfizer pour dire qu'il y avait des problèmes d'éthique dans cette multinationale qui imposaient pratiquement l'utilisation de certains produits. Et pourquoi ? Pour faire des profits et non pas pour améliorer la santé. Et ils ont été condamnés à des milliards de dédommagements. On n'avait jamais vu ça. Mais c'est ça qui se poursuit là encore aujourd'hui. Au niveau du Parlement européen, avec la présidente qui avait des rapports et des discussions particulières et qui ne veut pas donner tout ce qu'elle a reçu comme SMS ou d'échanges qu'elle a fait sur WhatsApp. On apprend aussi que certains sous-traitants de Pfizer ne respectaient pas correctement les protocoles. On apprend aussi que dans les lots qui ont été envoyés pour les vaccinations, il y avait des lots qui étaient des leurs. Il y en avait des lots où il y avait leurs produits. C'est-à-dire qu'on a utilisé, c'est ce qu'on disait, le monde entier comme cobaye. C'est-à-dire tout individu, toute personne humaine qui vivait dans le monde, qui allait utiliser ce produit, n'était plus dans le laboratoire, on n'avait plus signé un acte disant qu'il était d'accord, mais on l'a utilisé pour vérifier les effets positifs ou néfastes. Donc ils ont envoyé des vaccins qui n'étaient pas des vaccins, il n'y avait rien dedans. Hein. Alors maintenant, si je mens, alors qu'on nous prouve et qu'on nous sorte toutes les séries de produits qui ont été lancés, c'est pas moi, hein, je répète après les autres toujours. D'accord. Voilà. Alors, et ce fameux Conseil constitutionnel concernant la retraite qui valide... Alors, le Conseil constitutionnel, c'est vraiment le summum de ce qu'on peut retrouver. Alors pourquoi ? Parce que, il valide tout un certain nombre de choses que le gouvernement donne sur les lois, sur les doutes que les personnes qui posent les problèmes, ou alors une demande qui est faite pour un référendum, il y en a eu 2, ils les ont rejetés. Mais c'est qui le Conseil constitutionnel ? Des gens qui sont nommés par le président de la République, il y en a 3. Il y a des gens qui sont nommés par le président de l'Assemblée nationale, le Sénat, je crois, ça fait 9. Et puis tous les présidents sont de droit. Oui, tous les anciens présidents. Bon, tous n'y vont pas, c'est certain. Mais aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, c'est qui ? Président Laurent Fabius, affaire le scandale du sang contaminé. Responsable mais non coupable. Relaxé en 1999. Par la Cour de justice de la République. Comment ? Avec Georgina Dufoy. Avec Georgina Dufoy. Mais sa mémoire et sa conscience et son éthique, tout ce qu'on veut en termes de comportement, on aurait dû lui dire, mais tu ne peux pas être président, cher ami, du Conseil constitutionnel. Avec des casseroles comme ça. C'est pas parce que les casseroles teintent. Il y a des casseroles qui font du bruit parce que c'est du métal. Il y a des casseroles qui font pas de bruit mais qui restent dans le temps et qui sont indélébiles. Hein, ça reste là. Marcel Pineau, il est au Conseil constitutionnel, il a exercé dans les assurances, l'UAP, AXA, entre 1997 et 2004. C'est une référence ou faut faire attention avec ces gens-là ? Les assurances ne sont pas enclines
à rembourser sur la question des effets secondaires des vaccins. Oui, donc ces gens-là sont membres. Et puis on a enfin, j'en ai choisi 3 comme ça, Alain Juppé. Oui. Alain Juppé, qui a été obligé de partir au Canada. Tout le monde oublie, non? On n'oublie pas ces casseroles-là, ça fait du bruit, hein? Oui. Condamné à 1 an, et il est parti au Canada se rafraîchir un peu, parce que les hivers sont un peu frais, et puis il est revenu, on l'a maire de Bordeaux, et ainsi de suite. Mais le simple agent catégorie C de la fonction publique, ou alors le sapeur-pompier, ou alors l'ambulancier, le préparateur en pharmacie, petite personne dans ce bas monde en France, là, lui, il est condamné à être suspendu sans aucun procès. Pourtant, eux, ils ont fait tourner la machine juridique pendant des mois et des mois et années pour se retrouver blanchis aujourd'hui. Et se retrouver là où est-ce que la Constitution prévoit un conseil constitutionnel de contrôle des lois, on met des malfaiteurs. Oui, c'est le terme. C'est le terme. On met des malfaiteurs pour vérifier l'application de la Constitution. Mais c'est grave ce qui se passe là. Voilà, donc c'est très simple et tout le monde peut aller vérifier. Moi, je n'ai fait qu'aller sur Internet, j'ai pris ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. Alors, très rapidement, M. Haribo, le CHU, il y avait un dépôt de grève, mais enfin, ça a été retiré, les choses sont entrées dans l'ordre. Le retirer. Le dépôt de grève, c'était sur la question du fonctionnement des urgences. Oui. Donc, les salariés, les employés des urgences, comme beaucoup d'urgences en France, et que ce soit en Martinique, en Guadeloupe aussi, il y a des problèmes d'effectifs, il y a des problèmes de matériel, il y a des problèmes d'effectifs médicaux qui fait que les délais d'attente sont inadmissibles. Et le patient, si on le mettait au centre de nos préoccupations, on n'aurait pas ça. On a remis une tente sous le hall d'accueil pendant un certain temps, là, j'ai pas encore été vérifié si elle y est toujours, comme si c'était pour permettre aux pompiers d'attendre leur tour pour rentrer les brancards à l'intérieur et rentrer les patients à l'intérieur. Ouais. On n'est plus en période Covid, il y a de crise là. Donc il y a une crise toujours effective qui est visible. Et puis deuxième chose, on a eu depuis le 20 avril, donc là les choses sont rentrées dans l'ordre cette semaine, donc c'est aujourd'hui je crois que la réouverture officielle se fait, de la maternité et du bloc opératoire. Mais pas entièrement le bloc opératoire, il ne sera pas encore complètement réouvert. Il manque encore une salle. Pour des problèmes techniques de traitement d'air et simplement pour des problèmes de maintenance et d'argent. De Trinité ou de Fort-de-France? De Trinité. De Trinité. Là, on parle de Trinité. On parle de Trinité. Donc, on est toujours sur le fil du rasoir en termes de fonctionnement, en termes de permanence des soins, de continuité des soins. Et le grand public a toujours autant de difficultés à avoir des rendez-vous, à pouvoir accéder à des soins de qualité, parce qu'on est dans une crise de maltraitance. Ça, il faut le dire. Donc, il faut mettre les moyens. C'est pour ça que nous avons dit le 4 et le 5 mars en Guadeloupe. Nous étions réunis Martinique, Guadeloupe, Guyane. Le système de santé est maltraitant dans nos pays. Il y a lieu d'y remédier. Il faut ouvrir les débats. Il faut qu'on puisse revoir comment c'est organisé, structuré dans nos différents pays. On n'est pas en Île-de-France. Il faut voir que la distance par rapport aux autres pays, aux autres territoires de la France fait qu'il y a des dispositifs à mettre en place. On ne peut les étudier que sur place, entre nous, avec nous, mais pas sans nous. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, M. Serge Haribo. Je rappelle que vous êtes du syndicat UGTM Santé. Merci pour toutes ces explications. Merci et j'espère que ça va éclaircir un peu le temps pour tout le monde et qu'on pourra, lors d'une autre émission, poursuivre ces débats-là et comprendre tout ce qui se passe. Merci beaucoup. Merci à Manuela pour la réa et puis merci à vous chez vous de nous avoir suivis. À très vite sur Zouk TV.